Bonjour à toutes et à tous, ici en présentiel ou connectés sur Teams à distance. Je suis Anne-Sophie Incelin, la responsable du Hub, et je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis avec Claire Abamonte, directrice de projet stratégique. Ce matin, on va aborder un sujet assez prégnant dans les territoires, celui de la transformation écologique et surtout de la manière dont on peut préparer les emplois de demain et travailler sur les compétences. On va se demander quelles sont les compétences clés pour réussir cette transformation écologique, quelles filières sont les plus touchées, quelles réponses sont apportées dans l'offre de formation et quelle place pour les collectivités territoriales. Alors on aura la restitution d'une étude, le point de vue d'acteurs institutionnels, des retours d'expérience de projets concrets. On est bien là au cœur de la vocation du Hub des Territoires, qui est de pouvoir décrypter les enjeux auxquels font face les territoires aujourd'hui, de pouvoir échanger, débattre sur les réponses à apporter et puis donner des exemples concrets, des solutions concrètes qui sont déployées aujourd'hui dans les territoires. C'est le cœur de notre activité sur l'ensemble des champs d'intervention de la Banque des Territoires, ce qui est assez large, de la transformation écologique, de la cohésion sociale. Et on arrive à rassembler à la fois des acteurs publics, des collectivités, des organismes de logements sociaux, des entreprises publiques locales, et aussi des acteurs privés, des entreprises. Depuis 3 ans, on a organisé plus de 170 événements publics ici. Donc on a un rythme assez soutenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre newsletter, je vous invite à le faire pour ne pas manquer les événements de notre programmation. On a en ce moment un cycle autour des enjeux de la sobriété foncière avec une 4e séquence la semaine prochaine. Et puis, on a aussi des événements programmés sur la réindustrialisation des territoires. Ça peut peut-être vous intéresser, le 20 novembre et le 4 décembre. Sachez que la séquence de ce matin, elle est filmée. Donc, vous aurez accès au replay dans une semaine sur le site de la Banque des Territoires et que vous avez aussi accès à l'ensemble des replays des événements publics qu'on a organisés ici. C'est aussi une vraie source de documentation intéressante à partager, à faire connaître. Voilà, si vous avez des questions sur le Hub des Territoires, n'hésitez pas, l'ensemble de l'équipe est là pour ceux qui sont en présentiel. On a le chat en distanciel, vous pourrez aussi poser vos questions directement sur le chat pour ceux qui nous écoutent sur Teams. Et puis sans plus tarder, je laisse la main à Claire qui va vous en dire un peu plus sur le contenu de nos échanges. Merci Anne-Sophie de nous accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir dans nos locaux et merci à vous d'avoir répondu présent pour parler avec nous des enjeux de la formation pour réussir la transformation écologique. Donc, je suis Claire Abamonte, je travaille au sein du pôle stratégie et transformation de la Banque des Territoires, spécifiquement sur les sujets liés à la transformation écologique. En plus de la mission historique de la Caisse des dépôts d'œuvrer au service de la cohésion sociale et territoriale, la Banque des Territoires, dans le cadre de son second plan stratégique 2024-2028, s'est dotée d'un axe fort d'intervention en faveur de la transformation écologique et qui décline en fait directement la raison d'être du groupe de la Caisse des dépôts. 8 des 16 mesures phares de ce plan stratégique impliquent l'accompagnement des territoires vers la durabilité et la résilience et nous œuvrons vers l'accompagnement de ces territoires grâce à des actions sur la rénovation énergétique des bâtiments, l'accompagnement au mix décarboné énergétique, la mise en place de la mobilité décarbonée et son accélération, la préservation de la ressource en eau, l'accompagnement à l'économie circulaire, l'adaptation au changement climatique et le développement territorial dans une trajectoire de sobriété foncière. Donc tout ça dans notre plan stratégique qui contribuera à hauteur d'un tiers de l'objectif des 100 milliards annoncés par le directeur général de la Caisse des dépôts. Les investissements à mener sont massifs pour les territoires. Rappelons que l'I4C, qui vient d'actualiser ses chiffres de son panorama des financements climat des collectivités territoriales, estime un besoin d'investissement supplémentaire par rapport à 2022 de l'ordre de 11 milliards par année d'ici 2030. Donc, pour réaliser ces objectifs, nous aurons besoin d'hommes et de femmes. Et c'est pourquoi la formation est apparue évidemment comme une condition sine qua non du passage à l'action de nos objectifs climatiques. En juillet 2023, nous avons initié à la Banque des Territoires une étude sur l'éducation aux enjeux de la transformation écologique. Et l'une des conclusions était que cet enjeu était urgent,
et qu'il devait dépasser le cap des jeunes générations. Donc évidemment, nous avons pris le pas et avec la direction de l'investissement, et je remercie Benoît Sénéchal encore, nous avons copiloté une étude pour dresser un état des lieux que nous mettons à disposition de notre écosystème pour travailler au cœur donc du croisement de nos deux axes, la cohésion sociale et territoriale et la transformation écologique, et se positionner sur cette urgence. L'étude sera publiée dans quelques jours. Nous vous invitons à pouvoir la lire suite à cet événement et à continuer, poursuivre nos réflexions avec nous. Donc, sans plus attendre, je remercie Benoît de nous retrouver pour animer cet événement et la première table ronde qui sera suivie de la séquence d'illustration, exactement. Ce que la Banque des Territoires peut proposer comme solution, des banques des territoires, Caisse des dépôts, peut proposer comme solution d'accompagnement, mais nous verrons ça en deuxième séquence. Donc pour la première séquence, qui est une table ronde, j'invite Madame Hélène Garner de France Stratégie et Monsieur Emmanuel Schneider du Secrétariat Général pour la Planification écologique à me rejoindre. Merci à vous deux d'être présents, d'être à nos côtés aujourd'hui. Peut-être un petit mot de présentation. Donc bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Benoît Sénéchal. Je suis responsable du pôle formation à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Et donc, j'ai une équipe qui intervient dans les investissements pour compte propre de la Banque des Territoires dans le domaine de la formation professionnelle, et puis qui opère pour le compte de l'État un certain nombre de mandats dans le domaine de la formation professionnelle. Donc, c'est dans le cadre de France 2030 et du plan d'investissement dans les compétences. Avant de donner la parole à Hélène et à Emmanuel, je vais vous présenter la synthèse de l'étude que nous avons copilotée avec Claire pour appréhender les impacts de la transformation écologique dans les métiers et en matière, et concernant l'offre de formation professionnelle. Alors, la synthèse, finalement, ce sera 6 messages clés que je vais décliner devant vous. Un premier message, alors qui n'est pas un message, mais qui est un chiffre clé, et s'il fallait retenir un chiffre, ce serait celui-là, c'est que le défi de la transformation environnementale concernerait environ 8 millions d'équivalents temps plein d'ici 2030. Il pourrait également créer entre 200 000 et 550 000 emplois d'ici à 2030. Ce sont des chiffres qui sont issus qui ont été communiqués par le SGPE et qui ont été actualisés en juillet dernier. Et vous voyez, c'est édifiant. Ça montre toute l'importance, la masse des personnes qui vont être concernées, la masse des métiers qui vont être concernés par la transformation environnementale. Un deuxième message qui est que... alors pour moi, ce n'est pas intuitif, mais que la transformation écologique, finalement, ne va pas générer nécessairement de nombreux nouveaux métiers. Bien sûr, il y en aura, mais c'est pas ces métiers-là qui seront majoritairement touchés. En revanche, elle va générer une évolution de l'ensemble des métiers existants en intégrant des compétences spécifiques liées à la transformation écologique. Donc là, c'est bien l'idée que tous les métiers vont être touchés et vont devoir intégrer une brique de compétences de base, pour que tout à chacun puisse développer des compétences en matière de gestion, en matière de production de ressources, mais aussi des savoir-faire manuels pour développer des capacités de résilience. Le troisième message, c'est que si toutes les filières seront touchées par la transformation écologique, 3 se détachent distinctement, à la fois de par le nombre de personnes qui sont concernées, le nombre d'emplois qui pourraient être créés dans ces filières, mais aussi eu égard à l'ampleur de la transformation des métiers existants. Et ces 3 filières, ce sont celles du BTP, où, vous voyez, sur le graphique de droite, il y a le chiffre de 2 60 000 personnes. Donc, ces 2 60 000
potentielle création d'emplois d'ici à 2030, et la filière du BTP, donc très concernée par des évolutions de métiers, et principalement sous l'effet de la rénovation énergétique des bâtiments, qui induit une profonde transformation des métiers du secteur. La deuxième filière majeure est celle de l'industrie. D'une part parce que la réindustrialisation participe à réduire notre empreinte carbone, puisque si on produit localement, on a plus besoin d'importer un certain nombre de produits manufacturés, et donc ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis pour cette filière, l'enjeu extrêmement important de réussir la décarbonation de l'industrie avec des métiers nombreux qui vont être impactés, notamment dans les secteurs de la métallurgie, de la chimie et la production des matériaux non métalliques. Troisième filière à se détacher, c'est celle du transport, parce que le secteur du transport est responsable d'un peu moins de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, et à ce titre, c'est le plus gros émetteur sectoriel du pays, et puis parce que cette filière va devoir réussir le défi de l'électrification des transports, et ce défi induit le verdissement d'un grand nombre de métiers du secteur automobile, donc qui va concerner un grand nombre de salariés. Quatrième message, il concerne l'offre de formation. Offre de formation donc, qui ne couvre toujours pas l'ensemble les priorités liées à la transformation écologique. L'étude distingue entre l'offre de formation initiale et l'offre de formation professionnelle. En matière de formation initiale, finalement, il y a deux messages que nous pouvons retenir. Le premier, c'est que alors il existe une offre qui est assez satisfaisante, mais qui concerne des formations d'experts, et qu'aujourd'hui, l'enjeu est de dépasser ces formations d'experts pour sensibiliser tous les étudiants aux enjeux de la transformation écologique. Et puis, une deuxième idée, ou un deuxième axe fort, qui est il faut qu'on arrive à relever le défi de l'attractivité des filières techniques, puisque l'étude pointe que les diplômes de BTS, les métiers de techniciens, sont extrêmement importants pour réussir la massification verte. Or, ce sont des filières qui manquent d'attractivité, qui voient leurs effectifs se réduire ces dernières années, alors qu'à l'horizon 2030, nous avons besoin d'embaucher, je crois que c'est 2,8 millions personnes, 2,8 millions techniciens. D'où l'enjeu de rendre ces diplômes beaucoup plus attractifs. Concernant la formation professionnelle, l'étude met en avant le caractère crucial que joue la formation professionnelle, mais elle pointe que les filières professionnelles ont généralement tardé à anticiper les impératifs de la transformation écologique. Donc ça ne veut pas dire que les entreprises se désintéressent de la transformation écologique, les enjeux sont compris, mais il y a un décalage entre cette compréhension des enjeux et puis d'autres priorités, beaucoup d'entreprises étant encore au stade d'intégrer les compétences liées à la transition numérique. Il y a peut-être aussi un manque de lisibilité de l'offre de formation qui pourrait être améliorée. Puis, en matière de formation professionnelle, il y a bien sûr l'enjeu d'embarquer, d'orienter toutes les personnes en reconversion professionnelle et les demandeurs d'emploi vers les nouveaux métiers de la transition écologique. Un point spécifique concernant la formation des agents publics, puisque il y a une politique publique ambitieuse qui s'est fixée pour objectif de former l'ensemble des agents publics de toutes les fonctions publiques d'ici à 2027. Néanmoins, aujourd'hui, on constate que 40% des agents n'ont pas encore suivi de formation, donc un point de vigilance.
Le cinquième message que met en avant notre étude, c'est celui lié à la territorialisation et au fait que c'est extrêmement important de s'appuyer sur les conseils régionaux pour réussir à développer des offres de formation pertinentes à l'échelle des bassins d'emploi. Alors, conseils régionaux, c'est pas une surprise, c'est vrai qu'ils ont la compétence en matière de formation et d'emploi, mais la maille régionale est pertinente puisqu'elle fait écho au bassin d'emploi. Et donc, nous avons des... Alors, je ne vais pas évoquer l'ensemble des exemples, mais des initiatives réussies. On peut citer la région Normandie qui a mis en place un guide des formations à la transformation écologique. Et puis, une autre initiative dont on parlera ensuite, qui est la région des Pays de la Loire, qui a conclu avec la Caisse des dépôts une convention de partenariat pour accompagner les demandeurs d'emploi à se former au métier de la transformation écologique. Philippe, tu nous en parleras dans la deuxième séquence. Et puis, un dernier message clé, c'est qu'il existe aujourd'hui une offre de formation innovante qui se développe, qui est portée par un grand nombre d'organismes de formation spécialisés sur le secteur. Alors, certains sont cités sur cette slide, certains sont présents avec nous aujourd'hui. Un autre interviendra tout à l'heure aussi en deuxième partie, dans la séquence qui vise à illustrer des actions de comment la Banque des Territoires peut intervenir sur ces sujets de la transformation écologique. Donc ça, c'est rassurant, puisqu'on a des acteurs qui se développent et qui proposent des formations pertinentes et de qualité. Puis le tout dernier point, c'est que l'étude pointe le fait que les tiers-lieux vont avoir un rôle important à jouer demain, puisqu'ils sont au carrefour de l'innovation et de la rencontre des acteurs. C'était les principaux messages que véhicule l'étude que nous avons lancée. Je m'adresse maintenant à nos invités et en premier lieu à Hélène Garner. Hélène Garner, vous êtes directrice du département Travail, Emploi et Compétences à France Stratégie. Alors, j'ai envie de vous poser une première question. Est-ce que par rapport à ces constats que je viens de dégrainer, d'indiquer, est-ce que vous les partagez et puis, quelle est votre vision sur les besoins en compétences pour réussir la transformation écologique ? Merci, bonjour à tous. Merci pour l'invitation et nous inviter à réagir sur cette étude. Alors, les constats, on les partage très largement, c'est-à-dire l'importance de la formation comme une condition de réussite de la transition écologique, oui. Le fait que le système de formation initiale et continue ne soit pas encore complètement à la hauteur des enjeux aussi. On l'a notamment illustré sur plusieurs secteurs, dont la rénovation énergétique des bâtiments. On avait fait un gros travail l'an dernier spécifique qui montrait l'ampleur des besoins. Il y a une petite coquille d'ailleurs. Ce n'est pas 2 millions d'emplois créés dans le bâtiment du fait de la transition, c'est 200 000. Donc on aboutira à 2 millions d'emplois, mais la transition ne va pas créer 2 millions d'emplois dans le bâtiment. Mais déjà 200 000, c'est beaucoup. C'est-à-dire que ce sera le secteur probablement qui sera le plus créateur d'emplois du fait de la transition, avec de gros besoins, notamment d'ouvriers qualifiés, gros œuvres, second-œuvre, et vous l'avez dit, ce sont des métiers qui sont aujourd'hui déjà en tension. Voilà. Et donc, on anticipe qu'à 2030, il y aura encore plus de tension. Donc, il y a des gros enjeux de formation, à la fois des actifs aujourd'hui, qui travaillent, c'est-à-dire tous les métiers du bâtiment qui aujourd'hui sont sur de la construction neuve, les former pour qu'ils adoptent, pour qu'ils soient en capacité de faire de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est pas exactement les mêmes métiers, c'est pas exactement les mêmes gestes, mais c'est le même métier. Et vous étiez étonnés, mais nous, c'est un constat qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de nouveaux métiers. C'est surtout des métiers qui se transforment. Et donc, électricien, plombier, couvreur, ce sera les mêmes métiers, mais les gestes ne seront pas exactement les mêmes. Et donc, il y a besoin de formation tout au long de la vie, de formation professionnelle pour adapter. Il y aura quelques nouveaux métiers dans la rénovation, de coordinateur, de rénovation, pour avoir des rénovations globales, etc. Mais c'est
c'est très mineur, en fait, les nouveaux métiers. Donc cette transformation, elle est majeure. Et effectivement, si on veut atteindre les objectifs de la planification écologique en termes de rénovation énergétique des bâtiments, quand bien même il y aurait tous les financements disponibles, on n'aurait pas la main-d'œuvre pour le faire. Et donc pour nous, c'est quand même un message central que les enjeux emploi, compétences et formations, ils doivent être totalement connectés aux objectifs de la transition écologique. Parce que c'est vraiment une condition de la réussite. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut anticiper, s'y préparer, que la formation initiale, la formation continue, effectivement, se prépare à ça. Le rapport Jouzel est cité, il y a un certain nombre d'actions. Alors, c'est forcément un petit peu long de faire évoluer les référentiels de formation initiale et de formation continue. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'y mettent, mais la responsabilité des branches, des entreprises, le rôle évidemment du local, hein, on l'a dit. Mais sur la révision, on a fait hier une conférence à France Stratégie sur les métiers autour des enjeux emploi de la planification écologique. Et on voit qu'il y a quand même des choses qui avancent, notamment sur la lisibilité, le référentiel des certifications. Maintenant, il y a des mots-clés qui permettent d'avoir une vision d'ensemble de toutes les certifications disponibles. Il y a un certain nombre de révisions en cours, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, et on peut souligner le travail du SGPE qui met autour de la table justement des administrations qui n'avaient pas forcément l'habitude de se parler. Le travail, l'éducation, la transition écologique, voilà, ça nous oblige à travailler ensemble. Et peut-être un dernier... Alors, je ne sais pas si vous voulez que ça, c'est les constats sur lesquels je partage globalement. J'ai quelques points de dissensus plutôt sur les leviers qui sont mentionnés dans l'étude. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant ou après. On peut en parler. Ouais. Non, mais sur les constats, donc sans que ça vous. Je sais pas, Emmanuel. Emmanuel devait en parler juste après. Peut-être sur les constats. Non, je laisse Hélène poursuivre. J'ai largement de quoi dire après. Donc bon. Non, sur le constat. Alors, un petit warning sur métiers verts et verdissants. Nous, c'est une nomenclature qu'on n'utilise plus trop. Alors, il y a deux raisons. D'abord, les métiers verts et verdissants, c'est pas mentionné dans l'étude, mais c'est tout petit, en fait. Hein. Les métiers verts, c'est moins de 1% de l'emploi, et verdissants, c'est moins de 15%. Pourquoi ? Alors, ça existe, évidemment, c'est utile, et ça permet d'avoir une vision un peu des référentiels, de l'évolution des métiers, etc. Mais le risque, c'est de penser que la transition écologique, ça concerne que cette toute petite part des métiers. Or, nous, le message, c'est qu'en fait, tous les métiers sont concernés. Ils vont tous être transformés. Alors, évidemment, pas dans la même ampleur, pas forcément tous autant les uns que les autres, mais quand même. Le message, c'est que tout le monde doit se mettre... pas penser que ça va concerner qu'une toute petite partie des gens et des emplois. Il y a un rapport de l'OPCO Atlas, par exemple, qui montre l'impact de la transition écologique sur les métiers des services financiers et du conseil. Voilà, ce pas des métiers auxquels on pense a priori, et pourtant si. Les métiers du soin. Il y a un rapport du Shift et de la CNSA sur les métiers de l'autonomie. Pareil, les métiers de la santé, ce ne sont pas des secteurs hyper émetteurs, mais quand même, il y a une transformation, il y a une gestion des déchets, des gestes, etc. Donc, voilà. Donc l'écologisation du travail, qui est le terme qu'on utilise maintenant pour dire qu'en fait, tous les métiers doivent à minima s'interroger et anticiper la transformation du fait de la transition. Donc le rôle des OPCO, il est évidemment central pour faire avancer les entreprises. La loi climat résilience leur donnait une nouvelle mission d'accompagner les entreprises dans leur transformation écologique. On manque un peu de suivi, de recul pour savoir. Ce sera intéressant de faire un bilan pour voir comment les OPCO s'en sont emparés et eux-mêmes se sont formés à ces questions-là. Non, peut-être la divergence que j'avais sur les constats, c'est sur 2 points. C'est créer des grandes écoles par secteur de la transition. Je ne sais pas si c'est la bonne manière de prendre. Je pense qu'il faut au contraire que ça infuse dans toutes les écoles, dans toutes les formations existantes. Le risque d'avoir des écoles à côté, c'est que toutes les filières de formation traditionnelles ne se transforment pas complètement. Et je pense qu'il ne faut pas siloter la transition à côté. Je pense qu'il faut au contraire l'intégrer dans toutes les formations initiales et continues. Donc ça, ce serait mon premier warning, des écoles à côté. J'ai peur que ce soit un peu contre-productif. Et le deuxième warning, c'est sur l'usage du numérique et de l'innovation. Donc c'est mentionné à plusieurs reprises. Donc évidemment, le numérique, ça peut être un outil formidable d'essaimage et d'apprentissage. Mais il faut quand même
mentionner, quand on parle du numérique, de l'impact environnemental du numérique. Je crois que ne pas du tout en parler, c'est quand même un sujet. On a sorti une note en juillet de France Stratégie sur comment le numérique peut contribuer à la décarbonation. Donc évidemment, ça peut. Mais l'impact aujourd'hui, il est relativement faible, mais on estime qu'il va être multiplié par 50% d'ici 2030. Donc il faut quand même avoir conscience que quand on pousse des outils numériques, s'interroger sur la sobriété, l'usage, et est-ce que c'est vraiment nécessaire. Et là, j'ai pas trouvé ce warning dans le rapport, donc je voulais le faire, et peut-être je reviendrai sur un autre point, mais je vais laisser un peu la parole à Emmanuel. Donc, bien noté, merci, en tout cas merci beaucoup. Emmanuel Schneider, vous êtes directeur de programme au secrétariat général pour la planification écologique. Nous avons évoqué des leviers de politique publique à l'instant avec Hélène. Selon vous, quels sont ceux qui mériteraient d'évoluer ? Alors bonjour à tous. Merci tout d'abord de l'invitation. Alors moi je suis toujours ravi de voir que on parle beaucoup d'emploi et qu'en fait, effectivement, comme l'a dit Hélène, en une année, en fait, on a quand même pas mal de sujets qui ont progressé. Alors, c'est pas du tout l'unique fait du SGPE. On a servi à catalyser parfois un certain nombre d'efforts ou de travaux déjà engagés. Mais on a effectivement beaucoup de choses qui commencent à émerger. Et on capitalise aussi sur d'autres réformes qui ont été engagées. On en a moins parlé, mais la réforme de la carte de formation professionnelle a aussi permis déjà de mettre à la disposition des acteurs des nouvelles données, des choses qui existent depuis 2022 ou de 2023, qui maintenant permettent réellement à tout le monde de s'accorder et de partager une vision. Alors, 2 points. Moi, je dirais ce que je salue notamment de ce rapport, pour commencer par ça, et qui est assez complémentaire avec des travaux qu'on mène, c'est l'accent sur la partie formation continue, qui est effectivement un des points qu'on a moins creusé jusqu'à présent, notamment pour des sujets d'accès à la donnée et à l'information, et on a mis beaucoup plus l'accent sur la partie formation initiale, côté SGPE, je parle dans ce qu'on a animé. Et donc, en fait, c'est un complément intéressant. Et le deuxième sujet qui là résonne beaucoup avec des priorités de cette rentrée pour nous, c'est la partie mobilisation des acteurs territoriaux. Où là, c'est un vrai point pour nous qui est un peu la frontière maintenant en termes de politique publique pour aller réussir ce sujet-là. Peut-être pour donner quelques exemples. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, des phrases qu'on entend maintenant, qu'on n'entendait pas encore il y a quelques mois. Je parlais avec un grand groupe industriel il n'y a pas longtemps qui me disait, nous, en fait, maintenant, on pensait que notre facteur limitant, c'était les métaux critiques pour réaliser un certain nombre d'investissements que je ne vais pas citer sans dévoiler le nom de ces acteurs, qui ont dit, en fait, maintenant, nous, notre frein à l'ordre 1 de notre développement, c'est les gens. Et donc, en fait, on a tous à parler énergie, métaux, matériaux. Mais aujourd'hui, dans plein de secteurs, on le voit sur la réindustrialisation, vous l'avez mis aussi dans une des notes là-dessus, sur la réindustrialisation, dans le transport, dans le bâtiment, le facteur limitant à l'ordre 1 du développement de beaucoup d'acteurs économiques, aujourd'hui, c'est les gens. C'est les emplois et les compétences. C'est pas un sujet d'être Khmer vert, Amish ou croissantiste ou je ne sais quoi. C'est un sujet qu'aujourd'hui, si on veut développer une économie plus résiliente, qui crée plus d'emplois, il faut qu'on forme mieux et plus les gens. Et ça, c'est un point. Et pour rebondir sur le point d'Hélène, sur l'aspect budgétaire qui va animer fortement l'actualité de ces prochains jours. En fait, aujourd'hui, le sujet, c'est pas de multiplier par 2, 3 ou X les aides à la transition écologique. Il va falloir investir plus, certain nombre de secteurs. France Stratégie a sorti hier ou avant-hier, une note sur les investissements, une grande partie des investissements qui ne seraient pas tous rentables. Donc, il y a un débat sur qui paye. C'est un bon débat. Et il y aura de l'argent public supplémentaire à mettre. Mais si on ne pense pas assez vite et dans le débat public la montée en compétence des gens, on n'y arrivera pas. C'est clair. Et moi, je suis frappé depuis que je ne suis pas un expert historique de ce sujet-là. Chacun doit progresser dans sa vie. Mais sur le sujet, si on regarde le poids de ce sujet dans le débat public, en fait, pour moi, il est extrêmement faible par rapport à l'impact que ça a dans les territoires, dans les entreprises, dans les filières. Et ça, c'est un point que je soulignais avant de rentrer en détail dans les chiffres. Plus, vous avez repris une partie de nos graphes, donc je ne peux que être d'accord avec ce rapport. Mais blague à part, en fait, c'est un sujet massif dont on n'est pas assez conscient collectivement. Et quand je dis collectivement, c'est certes les élus, et ça va jusque, pour revenir sur le sujet de l'attractivité, jusque dans les familles. Enfin, aujourd'hui, on a des images, certains nombre de métiers, vous l'avez remis en bas à gauche d'un des slides sur l'industrie, mais dans le bâtiment. Aujourd'hui, il y a plein de ces métiers. On a une vision de ces métiers. Il y a des sujets de conditions de travail et de pénibilité, d'ailleurs, que France Stratégie a mis dans un autre rapport qui était l'été dernier, je crois, sur les conditions de travail, pénibilité.
qui va évoluer, dans certains cas se dégrader, dans d'autres peut s'améliorer. Mais en fait, aujourd'hui, il faut qu'on change d'image là-dessus. Aujourd'hui, en termes de sécurité de l'emploi, parfois de rémunération, etc., c'est des emplois dont on a réellement besoin. Alors après, une fois qu'on rentre dans le détail, dans des familles de métiers, des négociations de branches, etc., le sujet peut être plus compliqué. Mais voilà, il y a quelques messages d'abord préliminaires que je voulais dire. Ensuite, sur ces des messages, il y a des messages quand même positifs et je souhaite le dire derrière ça, c'est qu'effectivement, et ça c'est relativement consensuel dans tous les rapports récents, la planification écologique en France devrait être génératrice d'emplois nets. Donc ça va créer des emplois. Vous l'avez remis, nos chiffres là, alors la prospective engage toujours ceux qui y croient, donc tant mieux, mais globalement, dans à peu près tous les secteurs au niveau national, sauf quelques exceptions très spécifiques, devraient créer des emplois. Après, par contre, ce que ça masque, effectivement, parce que le solde net de création, c'est de l'ordre de 2-3% des emplois concernés, donc c'est pas non plus une révolution, on va pas multiplier par 2 les emplois. Par contre, ça masque des reconfigurations beaucoup plus fortes, où on aurait des mouvements intersectoriels de l'ordre à peut-être 10% des emplois, si je schématise un petit peu, puisqu'on pourrait avoir 400, 500, 600 000 destructions pour 800, 900 000 créations dans certains cas. Donc, et ça veut dire surtout que ça, c'est bien de faire le pied de colonne au niveau national, mais qu'au niveau des filières concernées et surtout des territoires concernés, ça, c'est des enjeux majeurs. Parce qu'en fait, un des déterminants à l'ordre 1 des profils que vous évoquiez, donc techniciens, ouvriers qualifiés, c'est de rester dans le même bassin d'emploi. Ce n'est pas des personnes qui vont en général, en tout cas dans les enquêtes le montrent, de mobilité, traverser la France pour trouver un autre travail. Et donc, un des enjeux à l'ordre 1, pour nous, c'est pour ça que je parlais de nouvelles frontières et que là, le travail l'ouvre bien. Après, il y a la question de comment. C'est justement d'essayer d'identifier, et ça, on ouvre pas mal de chantiers là-dessus, d'outiller en tout cas les acteurs concernés pour adresser ces sujets à la maille, en tout cas la maille la plus pertinente, d'abord régionale, puis tendre vers les départements et les bassins d'emploi. Et c'est ça qui est réellement compliqué, c'est de penser, et c'est là où la formation continue un rôle important, les reconversions et l'accompagnement à la maille la plus proche des bassins. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore en termes de reconversion professionnelle. Je pense que dans le dispositif CPF de transition, on doit être de l'ordre de 20 000 emplois dans les secteurs dont on parle, avec un solde à peu près nul entre les entrées et les sorties. On voit qu'on n'est pas encore à cette maille-là, alors que par an, on doit former dans les métiers dont on parle 10 fois plus de personnes. Il y a une partie formation initiale aussi, bien sûr, dans lesquelles on a globalement aussi assez de places de formation existantes. Le sujet, c'est qu'elles sont mal ventillées par secteur et territoire, et je m'arrêterai là, que les jeunes qu'on y envoie, en général, n'ont pas envie d'y travailler, pour une grande partie, que 1 sur 2 qui sort de formation ne va pas travailler dans le secteur dans lequel on aimerait qu'il travaille. Et en fait, le sujet, ce n'est pas une question de nombre de places, c'est une question de ventilation, d'allocation, d'orientation, et pour terminer là-dessus, aussi de renouvellement des contenus de formation, puisqu'il y a plein d'entreprises qu'on interroge dans l'industrie, dans l'énergie, dans le bâtiment, qui disent moi, un jeune sorti de lycée pro, en fait, on lui apprend des trucs dont moi, j'ai pas besoin dans mon entreprise. Donc, en fait, que je prenne lui ou quelqu'un qui a fait autre chose, en fait, de toute façon, je dois le reformer. Et là, il y a une forme parfois de déperdition collective d'argent et d'énergie. Merci beaucoup, c'est passionnant. Alors, une question pour vous deux, peut-être en guise de conclusion. Si vous deviez définir vos priorités pour 2025, l'un et l'autre, quelles seraient-elles? Hélène, si vous voulez bien commencer. Les miennes, ou celles de France Stratégie, ou celles qu'on doit s'assigner collectivement. Non, mais travailler ensemble à tous les niveaux, articuler les politiques publiques. Je crois que Emmanuel vient de le dire, il y a beaucoup de déperditions, cibler mieux les dispositifs. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément besoin de plus d'argent sur la formation ou plus de place, mais il y a besoin de mieux allouer. On pourrait citer l'apprentissage, on pourrait imaginer d'avoir plutôt un ciblage des aides vers les métiers de la transition. Je crois que l'exemple qui va être présenté sur le CPF, c'est quand même mais c'est vraiment comme ça qu'il faut travailler à mon avis et allouer l'argent public, mais c'est encore très rare. Donc il faut avoir ce réflexe d'articuler les politiques économiques, le budget avec nos objectifs et avec les politiques de l'emploi et du travail. Aujourd'hui, elles sont très peu connectées à des enjeux écologiques, alors que voilà, il y a beaucoup de financement public, de la formation et de l'accompagnement et des reconversions, et pas assez effectivement de ciblage. Et Emmanuel, vos priorités pour 2025 ?
Alors, en cette période pleine de lisibilité politique, je vais m'adonner à cet exercice. Non, blague à part, et on les a publiés de manière assez transparente. Nous, on a effectivement 3 grandes familles de priorités sur ce sujet emploi et compétences. L'un, effectivement, celui qu'Hélène a mentionné, améliorer l'efficacité des politiques publiques emploi et formation pour les sujets qu'on a identifiés. Et ça veut dire globalement, effectivement, le sujet carte de formation professionnelle à renouveler plus vite dans les territoires. L'apprentissage a été évoqué, le CPF, globalement, les dispositifs de formation. J'en rajouterai un aussi qui est très important pour nous, un partenaire avec qui on travaille de plus en plus, c'est France Travail, parce qu'en fait le sujet d'inclusion est important, et comment on mobilise mieux les demandeurs d'emploi pour les aider à se projeter vers des emplois pérennes, etc., et utiles en tant que vecteur de sens. Ça, c'est important. Donc, il y a cette famille-là. Une famille qu'on a dit en creux, dont on sous-estime l'importance, Hélène l'a rappelé, c'est tout le sujet data-outils. C'est faire en sorte que tous les acteurs partagent des référentiels communs, des métiers stratégiques pour la planification écologique, des formations qui y préparent pour aider tout le monde en fait, à s'articuler sur une grammaire commune. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent? Même les régions ou les acteurs qui souhaitaient s'emparer de ces sujets, chacun recrutait son ou sa chargée de mission en charge de ça, réinventait plus ou moins sa propre définition des métiers verts, métier utile à la transition écologique avec son propre vocabulaire. Et à la fin, on a eu plein de choses dans tous les sens, mais qui ne sont pas forcément lisibles et qui ne permettent pas ensuite de passer à l'échelle. Et ça, il y a pas mal de sujets via France Travail, via les Cariforef. Il y a pas mal d'acteurs qui travaillent sur justement ces outils et ces bases de données en commun, si on rentre dans la technique. Et d'ailleurs, la Caisse des dépôts est aussi associée sur la partie nomenclature aussi, ce qu'on appelle avec les formats codes. Enfin, tout cet outil-là et ce jargon un peu barbare, en fait, à la fin, c'est ça qui permet de passer à l'échelle pour s'assurer que dans toutes les certifications, on a bien des sujets de transition écologique. Et donc, tout ça, en fait, c'est un travail un peu ingrat qui va globalement aboutir d'ici la fin de l'année pour qu'en 2025, ensuite, on puisse dérouler. Dernière famille de sujets, comme ça me permettra de conclure là-dessus, sur la partie territorialisation, c'est vraiment notre vrai nouveau gros objet en termes d'emploi et compétences. On arrive à la fin de la première année de ce qu'on appelle les COP régionales. Donc le SGPE a contribué à lancer et animer en bon français une conférence des parties dans chaque région, coprésidée par le préfet de région et le ou la présidente de région, dont le but c'était d'adapter la feuille de route et le diagnostic national de la planification écologique à la spécificité de chaque région, de chaque territoire régional, de lancer des débats et de structurer des feuilles de route de planification écologique à horizon 2030. Force est de se constater, d'ailleurs c'est pas ce qui était demandé initialement, que le sujet emploi et compétences est assez peu présent dans ces feuilles de route, et maintenant nous on est en train de travailler avec un certain nombre de régions pour les aider à aborder ce sujet de manière cohérente pour aussi au niveau local mieux faire le lien entre les stratégies de transition écologique et les stratégies emploi, formation, et je rajouterai développement économique aussi, et ça c'est vraiment une de nos grosses priorités de ces prochains mois. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous m'aidez à faire la transition avec la deuxième séquence où nous aurons une illustration justement sur ce côté territorial et comment, à travers une convention de partenariat qui a été signée entre la Caisse des dépôts et puis la région Pays de la Loire, on arrive à orienter aussi des personnes vers une offre de formation existante. Donc, mais ça, Philippe, je fais le teasing, mais nous en parlera dans quelques instants. En tout cas, un grand merci à vous deux. Avant de vous libérer, si on peut prendre quelques minutes pour poser, si vous avez des questions dans la salle ou à distance. Donc on peut les prendre. Alors, j'ai eu une première main levée ici et une seconde au fond. Je vous passe le micro. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je suis un jeune fondateur, je m'appelle Stanislas. J'ai créé une entreprise qui justement fait de la formation technique dans les métiers de la transition écologique. Et nous, on a créé une plateforme pour former en digital et directement sur les chantiers pour être capable de passer. Justement, vous avez mentionné le passage à l'échelle. On pense que c'est hyper important. Et je voulais voir un petit peu quel était votre avis justement sur la place du digital sur des métiers qui ne le sont pas forcément habitués à utiliser des outils digitaux, mais voilà, quelle peut être la place du digital pour passer à l'échelle ces formations? Merci beaucoup pour cette question et pour l'initiative d'ailleurs, parce qu'en fait, globalement,
Je trouve ça sympathique qu'on se fasse ce cocorico dans les pouvoirs publics de ce qu'on fait, mais avant tout, il y a plein de ce type de projets, on y reviendra après, qui sont essentiels pour qu'on y arrive. On a d'ailleurs des travaux dans la partie de travaux avec un acronyme un peu barbare qui s'appelle BUS2, où le but, c'était aussi, une des propositions, c'était de faire davantage, alors on a le nom qui s'appelle l'AFEST, la formation en situation d'emploi. Là, ils avaient un autre terme, dont maintenant j'ai oublié, aussi pour la formation sur des chantiers, j'ai oublié le terme technique, c'est pas grave. Mais effectivement, en fait, on a un sujet essentiel. Moi, je trouve qu'on a tendance sur le numérique un peu une côté, à la fois à avoir un côté magique de on fait des MOOC, les gens se forment, etc. Et globalement, on voit que ça marche pas, de toute façon, parce qu'il faut qu'il y ait un lien directement avec des tâches que maintenant on doit réinventer. C'est pour ça que le projet me semble, en tout cas dans les quelques lignes dites, intéressant, parce qu'en fait, je trouve que vraiment, aujourd'hui, on voit que par exemple dans le bâtiment, alors les chiffres remontés par les fédérations disent qu'il y a déjà 80% du temps alloué à la formation qui est déjà pour des enjeux réglementaires. Donc en fait, ils nous expliquent que globalement, ils n'ont pas le temps de se former à ces nouvelles choses, ou alors il faut relaxer d'autres choses. Mais bon, dire qu'il faut se former à la transition écologique, arrêter la sécurité sur les chantiers ou autre chose, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc il faut qu'on invente des nouveaux modèles là-dessus. Alors il y a plusieurs tentatives. Je ne crois pas qu'on ait trouvé ce nouveau modèle encore pour le faire. Et d'ailleurs, c'est un des sujets qu'on a. C'est comment on fait en sorte pour former des artisans ouvriers dans beaucoup de TPE, PME à des nouveaux gestes, la connaissance de nouveaux matériaux, ça a été dit. Et en fait, ça ne sera pas par des MOOC, parce que de toute façon, étant donné les métiers techniques, manuels, comme on veut, de ces personnes-là, c'est pas avec des MOOC qu'ils apprendront à manipuler des nouveaux matériels, etc. Alors parfois il y a des sujets avec de la réalité augmentée, etc. Mais en termes de coûts, c'est pas forcément toujours intéressant. Et donc on a besoin d'inventer de nouvelles méthodes. Ça c'est certain. Ça a été assez bien maintenant pris par les pouvoirs publics, mais c'est relativement récent. Hein. La sortie des travaux ADEME, etc. Ça doit dater peut-être de 4 à 6 mois, donc c'est en train de mûrir, et c'est ce genre de projet dont, à mon avis, on a besoin, mais il faut réussir à pas voir ça le numérique comme la panacée, et c'est des modèles hybrides qu'on doit penser. C'est là où je trouve c'est intéressant. On a des modèles aussi qui se développent. Là, j'avais vu qu'il y avait le réseau Être, il y avait la Solive, il y avait quelques personnes qui se positionnent, ça, des nouvelles écoles, mais pas forcément sur les mêmes créneaux. Voilà, la Solive n'est pas du tout sur le même créneau là, et pas le même type de population. Je trouve que ce qui manque aujourd'hui, c'est de trouver effectivement cette nouvelle approche hybride pour des profils dits niveau 3 à 5, pour passer à l'échelle avec des temps de formation très contraints. Et ça, on en a besoin aujourd'hui. On n'a pas encore trouvé ce modèle, donc effectivement, c'est un sujet intéressant. Ouais, peut-être pour rebondir en une seconde. Alors, effectivement, on avait invité la Solive à intervenir. On voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui se positionnent, et c'est bien, parce que je pense qu'il n'y a pas de trop. Donc, après, il y a plusieurs enjeux. C'est effectivement la réalité virtuelle. Parfois, elle peut être une réponse, notamment quand il y a des enjeux d'éloignement géographique pour de la formation. Donc, il ne faut pas... voilà, je pense qu'il faut y réfléchir à chaque fois, arbitrer, ne pas se jeter dedans. On voit dans la MICMA, qui est financée notamment par la Caisse des dépôts, il y a un certain nombre de formations, notamment dans le bâtiment ou dans les métiers de la transition, qui sont financées. Beaucoup portent sur le numérique. Et moi, je fais partie du jury, et c'est vraiment un warning qu'on met à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'engouement sans une réflexion complète, y compris ce que je disais tout à l'heure sur un peu le bilan aussi environnemental de tout ça. Donc voilà, c'est évidemment un usage qui peut contribuer à passer à l'échelle, à atteindre des populations qui sont un peu éloignées géographiquement. Alors après, c'est souvent aussi sous-estimé les enjeux d'utilisation de ces outils, en fait, d'équipement, parce qu'on dit éloigné, population dans des zones géographiquement pas forcément bien couvertes. Enfin voilà, donc il y a plein d'enjeux qu'il faut pensé en même temps. Et du coup, je mets un tout petit point sur les open batch, qui sont aussi beaucoup poussés dans le rapport. Nous, on travaille là-dessus en ce moment. On a un groupe de travail sur les micro-certifications, et ça peut faire partie évidemment des modalités d'acquisition de compétences, notamment en lien avec la transition. Mais là aussi, un petit warning sur le déploiement de ces outils qui ne sont pas régulés. C'est-à-dire, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de contrôle qualité, il n'y a pas de contrôle de certification. Et donc, c'est utile, mais là encore, attention à ne pas se jeter dans les open badges sans contrôle. Alors, parce qu'évidemment, quand je crois qu'à la fin de l'encart, il y a écrit la question, c'est celle du passage à l'échelle. Oui, évidemment, de l'accès à des fonds de financement. C'est ça qu'il y a derrière. Donc, pour l'instant, ce n'est pas enregistré dans les registres. Voilà, voir les conditions d'un enregistrement, d'accès, en tout cas. Donc, encore une fois, il faut avoir une réflexion globale un peu sur ces nouveaux outils qui peuvent contribuer. On a besoin d'innover, mais aussi de s'assurer qu'on ne part pas non plus et qu'on alloue bien efficacement l'argent public. Absolument. Merci.
Nous avons une deuxième question. Bonjour, merci pour votre présentation et vos interventions. J'avais une question rapide sur la partie plus destruction d'emplois. Enfin, on parle souvent de la partie création d'emplois qui est assez positive, ou la partie réorientation des activités comme dans le bâtiment, d'aller de la construction vers la rénovation. Mais sur la partie destruction d'emplois, je pense en particulier par exemple aux sous-traitants de l'industrie automobile ou autres, enfin, des entreprises, des usines qui font des pots d'échappement par exemple, il n'y a pas trop d'avenir à moyen ou long terme, voire même à court terme. Et je me demandais ce que vous pensiez de... Enfin, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas très outillé pour accompagner ces transitions-là aujourd'hui. Et je me demandais ce que vous pensiez d'idées, d'initiatives comme la sécurité sociale de la redirection écologique, où je crois que hier à l'événement de France Stratégie, justement, un des syndicats a parlé de sécurité sociale environnementale. J'imagine que c'est un peu le même principe. Mais je me demandais comment ces idées, ces dispositifs-là, qui existent d'ailleurs sur d'autres champs, pouvaient être appliqués à l'accompagnement des évolutions de l'emploi, des compétences, etc., à l'échelle des territoires, des bassins d'emploi, comme vous le disiez. Hélène ? On a combien de temps ? Non, mais c'est une question centrale. Effectivement, on arrive à peu près... Enfin, il y avait déjà un travail de diagnostic sur les secteurs créateurs, les secteurs qui vont détruire de l'emploi. On sait à peu près où ce sera. Même si la destruction nette, elle dépendra justement de notre capacité à anticiper et à accompagner des gens qui font des pots d'échappement vers de la réparation automobile vers la réparation vélo, etc. Donc, c'est pas sûr que ça va être que ces emplois-là, oui, mais les personnes, elles pourront, si on les accompagne, si on anticipe, être accompagnées vers d'autres emplois. On a beaucoup d'emplois qui vont être créés et des secteurs porteurs. Pas que en lien avec la transition. Nous, les secteurs les plus porteurs dans notre prospective des métiers, c'est les métiers du care, c'est les métiers du soin. Donc voilà, on peut aussi accompagner des gens, il y a des compétences transférables dans d'autres secteurs, etc. Mais la clé de tout ça, vous voyez bien, c'est l'anticipation, l'accompagnement, c'est-à-dire que les entreprises soient aussi en capacité d'accompagner des salariés, y compris vers d'autres emplois. Un changement du modèle productif, et c'est extrêmement difficile. On a vu le dispositif transition collective, qui est un dispositif qui avait été mis en place par les partenaires sociaux pour accompagner justement des métiers qu'on identifie plutôt en perte vers des métiers porteurs. Ce dispositif était sécurisé financièrement, retour possible dans l'entreprise de départ, ça n'a pas marché. Il y a, je ne sais pas, moins de 400, 500 personnes qui sont... Pourquoi ça n'a pas marché ? Bon, c'était compliqué, c'est peut-être pas assez connu, mais il y a aussi une difficulté pour l'entreprise à dire et à accompagner des salariés à dire qu'elle est sur un marché ou dans un écosystème en perte. Donc d'où la réflexion et qu'elle a qui est un peu plus prospective sur est-ce qu'il faut des nouvelles institutions ? On a su créer la sécurité sociale pour protéger des risques liés au travail. Est-ce qu'il faut aujourd'hui penser des nouvelles institutions ? Parce que qui paye, effectivement, sinon est-ce que c'est l'entreprise de pots d'échappement qui va payer pour accompagner ses salariés à aller vers d'autres emplois ? Sa capacité à faire, à l'accepter et à le financer, c'est pas évident. Donc, est-ce qu'effectivement, on considère que c'est un enjeu collectif et qu'il y a une prise en charge collective qui doit être faite de cet accompagnement et de cette anticipation ? Et là, on revient sur une idée de sécurité sociale. Il y a une cotisation, il y a des fonds mutualisés et effectivement, on prend en charge collectivement les pertes éventuelles pour éviter que ça passe par la casse chômage. On peut voir ça comme un investissement, hein, c'est-à-dire que ça évite que des gens ensuite bénéficient de prestations ou d'allocations. Il y a une étude du CEPI très intéressante qui est sortie l'an dernier qui montre l'impact de la désindustrialisation au niveau régional et notamment qui montre les stigmates de la désindustrialisation notamment dans le nord de la France où 40 ans après, c'est encore des territoires qui sont marqués par plus de chômage, des emplois de moins de qualité, des salaires plus faibles. Donc on voit qu'on a vraiment un intérêt collectif à anticiper tout ça, que les coûts d'aujourd'hui sont des investissements pour demain. Mais effectivement, il y a un moment qui paye. Et donc, la question du collectif, de la responsabilité individuelle, le financement collectif, c'est central. Et donc, il y a quelques propositions qui émergent, effectivement, d'institutions nouvelles. Mais aujourd'hui, c'est un peu à l'état c'est un peu embryonnaire. Hein. Mais c'est sûrement des réflexions à pousser. Assurance chômage aussi. Il y a une réflexion qui est portée d'assurance chômage écologique. Pareil, c'est un peu cette idée. Ou d'assurance sociale. L'Institut Avant-Garde propose une assurance sociale écologique, salariale, écologique. Voilà. Donc, il y a plusieurs pistes aujourd'hui dans le débat.
Non, alors, très rapidement, d'ailleurs, ça fait écho à d'autres discussions qu'on a sur le coût de l'adaptation. En fait, la question, c'est qui va payer demain pour préparer, ou en tout cas pour les dommages directs et indirects liés au réchauffement climatique. On a le sujet, par exemple, du trait de côte, on a le sujet du tourisme, on a plein de sujets avec des zones, le RGA, pardon, le risque retrait-gonflement des argiles. Si demain, il y a des fissures dans les maisons, il y a des maisons qui s'effondrent, ou d'autres, par exemple, on voit des sujets de stations de ski qui ferment par rapport à des investissements, qui va prendre en charge des coûts échoués? Aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire sur tout ça. Et en fait, c'est un peu pareil. C'est comment on prend en charge les adaptations du tissu économique et social avec le réchauffement climatique. Et ça, effectivement, c'est un vrai sujet de société qui dépasse largement les débats budgétaires de court terme qu'on va avoir. Juste un petit point quand même qui montre que le sujet reconversion est complexe, et je souscris totalement à ce que vient de dire Hélène. Moi, je rencontre de temps en temps des organismes de formation. Ils m'expliquaient, alors là, en l'occurrence, c'était pour faire de la réparation d'électroménager. Je suis très spécifique, mais on en a besoin de plus en plus. Et je leur demandais d'où venaient les gens qui devenaient réparateurs. Parce que parfois, on se dit, on a des fausses idées. Ça fait écho, je reviendrai au point souligné sur l'automobile. Il me disait, nous, l'essentiel des gens qu'on prend, c'est les gens qui, en général, sont en reconversion parce qu'ils ont fait, je caricature un petit peu, 10 années dans l'hôtellerie-restauration. Donc, ils savent bien se comporter vis-à-vis d'un client. Nous, on arrive en quelques mois à les former au bon geste de la réparation avec des choses assez standardisées. Et nous, ce qui compte à l'ordre 1, c'est le savoir-être. Et donc, en fait, sur ces sujets, alors qu'on penserait peut-être spontanément, en tout cas, moi, c'était le cas, qu'en fait, on voulait des gens qui étaient un peu bricoleurs, qui ont fait un bac pro, etc., ou qui se reconvertissaient d'autres tâches. Et en fait, dans certains cas, penser ces parcours de vie, c'est quelque chose de complexe. Et de savoir quels sont les vrais déterminants, les vrais points clés sur un certain nombre de métiers pour penser ces parcours de vie, c'est important. Et ça fait écho à l'autre chose qui, pour moi, est important et qui fait un peu écho à ce sujet reconversion, c'est comment demain, pour attirer un certain nombre de personnes vers des métiers qui sont parfois difficiles physiquement, bâtiment, agriculteur, dans l'industrie, etc. En fait, il y a une question derrière de comment on pense les parcours de vie. Ça peut être des gens soit qui vont perdre leur emploi ou qui vont faire des métiers difficiles et qui peut-être à 40, 45, 50 ans en fait ne pourront plus les exercer. Ça, on le sait maintenant pour un certain nombre de métiers. Et comment on pense ça? Et c'est ça qui fait écho avec ce sujet de sécurité sociale ou autre derrière. Et d'ailleurs, il y a eu des négociations déjà entre partenaires sociaux récemment là-dessus. C'est vraiment cette question des parcours de vie à penser. Et ça, il y a besoin pour moi d'une vraie réflexion profonde qu'on n'a pas du tout maintenant. Donc, je ne vais pas faire semblant d'avoir la réponse à cette question. Mais c'est un sujet important qui mérite d'être pensé globalement. Il y a effectivement des emplois amenés à décliner. Et peut-être un point qui, pour moi, pour revenir au sujet d'efficacité des politiques publiques, aujourd'hui, un des métiers dans lequel on finance le plus d'apprentis, c'est les métiers dans la concession et la réparation automobile, des métiers dont on sait qu'ils sont en déclin. Et donc aujourd'hui, il y a la question, est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on continue de financer beaucoup des métiers où on sait qui vont a priori péricliter, décliner légèrement? Ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est un temps de cycle sur 20-25 ans. Et en fait, c'est pour ça que je refais le lien entre l'efficacité des politiques publiques et ce sujet des parcours. Et là, on a encore beaucoup de travail à faire collectivement, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Je crois qu'on a une dernière question, Antoine. On va le prendre. Merci beaucoup. Vous avez évoqué le fait que, et je vous remercie, que beaucoup de métiers concernés étaient des métiers niveau 3 à 5, on va dire, et pas forcément des métiers d'ingénieur ou bac plus 5. Et aujourd'hui, notre système de formation initiale et professionnelle n'est pas forcément pensé comme ça. On est plutôt dans une société qui pousse à la masterisation de la société. Comment vous voyez la passerelle possible entre l'enseignement professionnel et les mentions complémentaires, les BTS, les BUT, pour faciliter, on va dire, l'orientation, le passage de relais, parce que c'est pas les mêmes acteurs. Est-ce que c'est des travaux que vous entamez? Parce qu'on voit que c'est plus qu'un caillou dans la chaussure aujourd'hui. Merci. Non, alors aujourd'hui, on n'a pas tout à fait ce niveau de finesse. C'est-à-dire que globalement, on regarde et ça c'est notamment grâce aux travaux de France Stratégie, les besoins par rapport à un certain nombre de familles de métiers. On essaye, d'ailleurs, la DRS l'a présenté hier à la journée de France Stratégie, un outil pour mieux comprendre, gros, sur un métier donné, d'où les gens viennent, où ils étaient un an avant en termes de métier, de formation initiale ou de chômage, et où ils vont en général un an après, pour comprendre un peu ces parcours-là. Ce sujet de mieux comprendre pour les familles métiers quels sont les parcours de vie et même de formation, on en est encore un peu au début de l'histoire. D'ailleurs, on voit sur l'apprentissage que je fais des BTS, et BTS fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien, et donc en fait, je suis d'à quel moment mieux orienté, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, je vais être assez honnête,
à ma connaissance, on n'a pas de travaux très... Enfin, en tout cas, avec l'angle planif, à ma connaissance, dédié à ça, puisqu'en fait, on a déjà le sujet à l'ordre 1 de savoir quelles sont les formations utiles à la transition écologique ou pas, de mener des analyses dessus pour voir ces sujets de parcours, mais on n'a pas encore pensé ce passage de relais là. On a un vrai sujet, par contre, qui montre après de gouvernance entre acteurs, côté ministère du Travail, Éducation nationale, enseignement supérieur. Et là, qui est bien pris, hein. Il y a des gens qui se réunissent régulièrement. On avait un haut commissariat à l'enseignement et la formation professionnelle dont le but était explicitement d'améliorer la professionnalisation de ces parcours-là. Maintenant, il faut qu'on voit dans la nouvelle configuration comment tout ça se structure avec les administrations concernées. Donc, le sujet de s'assurer d'un bon passage de relais et du bon accès à l'emploi de ces personnes identifiées, mais je n'ai pas d'éléments spécifiques en termes de politique publique dédiée à ça, à ma connaissance. Très bien. Hélène, le mot Non, de la fin. Ça reste un peu un impensé. Dans l'étude, d'ailleurs, la mention de la reconversion est très orientée sur les cadres. Et non, effectivement, les métiers qui vont être les plus créateurs, enfin non, oui, mais les métiers pour lesquels on aura vraiment des gros enjeux, c'est plutôt des métiers -3, bac -3, bac +3. Ouais. C'est vrai, peut-être juste pour j'y ai pensé à ça. C'est vrai qu'effectivement, avant, alors moi je viens du bassin houiller de l'Est de ma famille, enfin moi, pas moi personnellement, mais ma famille. On avait le sujet où avant, effectivement, on avait des parcours aussi, parce qu'il y avait des donneurs d'ordre bien identifiés, de début marrage en ouvrier, cours du soir, passage en abandon de maîtrise, avec des allers-retours, avec des vrais instituts. On voit qu'il y a des entreprises maintenant, du fait de difficultés de recrutement, qui créent leurs propres écoles, et on a certainement des nouveaux modèles, surtout dans un monde plus fragmenté, plus de compétition, à réinventer ces allers-retours et ces passages, et c'est là où il y a le sujet, à mon avis, de la montée en compétences, de ce qu'on appelait peut-être un peu trivialement les cols bleus, mais de ces passages-là, où là il y a quelque chose à inventer, mais à ma connaissance, en dehors d'initiatives purement privées, on n'a pas encore de schéma là-dessus très établi. Merci beaucoup à vous deux, merci, je pense qu'on peut vous applaudir. Et donc, nous passons maintenant à la deuxième partie, qui sera un peu plus courte, de cette matinée, avec on l'a pensé comme étant une séquence d'illustration pour vous montrer comment la Caisse des dépôts, à travers ses différents métiers, pouvait intervenir pour accompagner la formation des personnes, la transformation des métiers, en matière dans le domaine de la transition écologique. Et donc nous aurons deux illustrations. Et pour commencer, je remercie Mathieu Archambault, qui est directeur général et fondateur, cofondateur d'Icosystème. Je remercie donc Mathieu d'être avec nous. Juste un petit mot, Icosystème, c'est un organisme de formation qui est spécialisé sur les formations à l'agroécologie, organisme de formation qui est en développement et qui a, il y a une année de ça, organisé une levée de fonds pour financer son développement, et la Banque des Territoires, comme investisseur, en tant qu'investisseur, est intervenu pour souscrire avec un autre partenaire à cette levée de fonds, justement pour accompagner Icosystème dans son développement. Donc ça, c'est notre métier d'investisseur, et donc c'est l'illustration qu'on vous propose. Donc Mathieu, est-ce que vous pouvez vous présenter votre activité, et puis nous indiquer aussi en quoi la Banque des Territoires vous est utile dans votre développement. Bonjour à tous, merci Benoît. Donc vous m'entendez, j'imagine? Nous vous entendons bien. Eh ben c'est parfait. Donc je vais me présenter rapidement. Alors d'abord, désolé de ne pas être avec vous, mais je suis dans le Poitou-Charentes en séminaire d'entreprise, justement pour travailler des sujets de formation en interne. Pour me présenter brièvement, moi j'ai un parcours d'agronome et de formateur, et donc je fais de la formation auprès essentiellement des agriculteurs et des techniciens depuis 25 ans, avec un focus particulier depuis le début sur ce qu'on appelle aujourd'hui la régénération des sols, et qui est tout simplement le retour de l'agronomie dans les systèmes agricoles, qui l'ont un petit peu oublié avec l'apparition des moyens de production que sont la mécanisation,
la fertilisation, notamment azotée, la phytoprotection et la génétique. Donc, j'ai fait ça pendant 25 ans. On a créé Ecosystème en 2017 avec des associés, avec pour ambition d'intégrer une composante numérique. Donc, j'aurais d'ailleurs un élément de réponse à faire à Stanislas, qui posait une question tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour s'adresser avec du digital à des professions peu digitalisées? Donc ça, je pourrais aussi amener des éléments là-dessus. Mais on a donc créé cette entreprise pour accompagner, notamment avec de la formation digitale, mais pas que, les agriculteurs pour faire évoluer l'agriculture. C'est un sujet, alors dans la diapositive qui a été présentée au tout début avec les 3 secteurs prioritaires qui ont été définis, je suis un peu déçu. L'agriculture, elle était le 4e, elle n'arrivait pas très très loin de l'industrie. On est aussi sur un sujet qui est stratégique, aussi bien d'ailleurs en termes de souveraineté alimentaire que stratégique, mais aussi que de lutte contre le changement climatique. Et l'année qu'on a vécue et qu'on n'a pas fini de vivre nous montre que c'est très difficile, hein. On est sur la pire récolte depuis 40 ans, liée à uniquement des causes climatiques, des excès d'eau, et ça n'a pas l'air de se calmer. Donc on voit des sujets qui sont très compliqués. Et donc on a, grâce notamment à la Banque des Territoires, à partir du mois de février, en début d'année, on a en fait maintenant les moyens d'assurer le développement et la mise à l'échelle de ce qu'on veut faire. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante pour présenter rapidement l'équipe? Donc aujourd'hui, on est une quinzaine d'actifs dans l'entreprise qui sont répartis globalement à peu près sur un tiers de formateurs avec une origine agro, donc qui sont des gens de terrain, un tiers qui sont des ingénieurs pédagogiques. Donc je reviendrai sur la pédagogie, hein, c'est un point essentiel si on veut transmettre et faire évoluer les métiers. C'est davantage, enfin, les contenus sont importants, mais la manière de les apporter est également important. Et puis le tiers de l'équipe qui reste, c'est une équipe plutôt administrative et financière, puisqu'on est aussi un organisme Calliope, et donc on a une charge, on va dire, administrative qui est importante. Et on s'appuie également sur un réseau d'une vingtaine d'experts, d'ailleurs pas seulement sur le territoire français, qui sont soit des experts dans des domaines agricoles particuliers, soit en fait des formateurs, hein, prestataires, qui peuvent déployer les formats de formation qu'on a. Et pour vous donner un chiffre, on a donc à peu près 7 ans d'existence et on a déjà 6000 personnes qui sont passées entre nos mains. On faisait le compte hier, exactement, je crois 5495, quelque chose comme ça. Et on est en pleine période de croissance. On a développé les outils pour toucher de plus en plus de monde parmi les opérateurs de l'agriculture. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, la spécificité qu'on peut avoir en termes de formation, elle repose sur 3 axes. D'une part, c'est la notion de parcours. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on a identifié comme vraiment une clé de réussite de la transformation. Les gens ont besoin d'être accompagnés, si possible également en groupe. Alors ça, c'est une réalité du monde agricole, le groupe de progrès. Les agriculteurs sont des gens qui sont très isolés, qui aiment beaucoup se regrouper et échanger. C'est peut-être vrai dans d'autres métiers. Et l'autre point, et c'est une remarque que j'ai entendue tout à l'heure, c'est d'arriver à faire des parcours pour des gens dont les temps, on va dire, de travail hebdomadaire sont énormes. Je lisais une note il n'y a pas longtemps. Je crois que la moyenne du temps de travail pour des cadres doit être aux alentours de 43 heures et on monte jusqu'à 54 heures, il me semble, pour des agriculteurs. Les techniciens, c'est pareil. Donc, on est bien, en fait, sur la recherche de parcours de formation qui peuvent s'intégrer dans des temps de travail et des professions qui sont par ailleurs très occupées. Et c'est là où le numérique a notamment un rôle qui est très important. Le deuxième point, évidemment, c'est la formation digitale. Et la formation digitale, pour nous aujourd'hui, elle ne peut pas se concevoir de manière isolée. C'est-à-dire que pour rebondir sur la question de Stanislas qui disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut toucher avec du digital des professions qui ne sont pas forcément aptes à ça. En fait, il faut vraiment créer une expérience et c'est bien le complément entre les différentes formes d'apprentissage qui va être une clé de réussite. Et donc, nous, on va combiner
de la formation digitale. Alors, il y en a de plein de sortes, hein. Ça peut être du e-learning classique, ça peut être des webinaires. On est aussi en train de s'intéresser évidemment à l'intelligence artificielle et puis, on va dire, entraîner des intelligences pour entraîner elles-mêmes les apprenants. On travaille aussi beaucoup sur des outils et des calculettes métiers. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, de pouvoir simuler un petit peu des évolutions de métiers, des évolutions de systèmes. On continue, on est en agriculture, c'est quelque chose qui est à la base très, très concret, et donc on continue à faire du terrain, et c'est très important quand on fait du digital de rencontrer les gens pour qu'ils puissent se projeter justement une fois qu'ils sont à distance. Et le dernier point, c'est qu'on fait énormément de pédagogie active sous forme d'ateliers, de serious game, puisque au-delà des apports théoriques, la formation doit permettre une réelle transformation des métiers. Et donc, la clé, c'est de faire des applications, que les gens puissent se mettre en situation. Alors, sur des ateliers plus ou moins sérieux, le jeu marche beaucoup. Et ça, c'est un point qui est très important. On peut passer à la diapositive suivante. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on propose, on va avoir des parcours de formation, on va dire, à destination des opérateurs de l'agriculture qui s'appellent les agrocursus, qui sont en gros le parcours que je vous ai résumé sur la diapositive précédente. Et on fait la même chose pour les vignerons, et ça s'appelle évidemment les viticursus. Et on lance à partir de la fin du mois une Soil Academy qui, elle, est plutôt à destination des non-agros. Et ça, c'est un point qui est important. L'ADN de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise, c'est la transformation réelle des systèmes agricoles. Et on s'aperçoit qu'il ne suffit pas seulement que les agriculteurs prennent conscience des enjeux et soient capables d'adapter leurs pratiques. Il faut aussi qu'on transforme, qu'on sensibilise et qu'on forme l'ensemble des chaînes de valeur de l'agriculture et de l'agroalimentaire sur ce qu'est capable ou pas de faire l'agriculture, et en fait d'avoir une véritable synergie. Alors, si on passe à la diapositive suivante. Et donc, en fait, aujourd'hui, on délivre de la formation à tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche métier pour chacun. Je vous donne deux exemples qui sont complètement différents. On parlait là de formation d'opérateurs de l'agriculture, agriculteurs techniciens au sein de Parcours. Pour ça, on travaille beaucoup avec les coopératives et les négoces, mais aussi des groupes agro-industriels. Comme exemple, par exemple, l'entreprise Nestlé nous a confié la formation de l'ensemble de ses 800 agronomes dans le monde entier avec un programme de formation qu'on leur a créé. Et il y a une formation au changement de pratique dans l'agriculture, mais on va aussi former, par exemple, des banquiers ou des assureurs à comprendre réellement que veut dire une transition agroécologique pour l'agriculture et comment, justement, dans leur métier, ils peuvent correctement accompagner des thématiques de transition. Voilà. J'ai fait assez vite. L'idée maintenant, c'est un petit peu d'échanger, même si je sais qu'à distance, c'est un petit peu plus compliqué. Et en tout cas, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet. Alors, on a des newsletters qui sont plus techniques pour l'instant, mais vous avez aussi toute une série de podcasts qu'on a créés justement pour expliquer un petit peu ce que pouvait être une transition agroécologique, en tout cas en ce qui concerne l'agriculture. Merci beaucoup, Mathieu. Alors effectivement, l'agriculture, c'est la 4e filière après les 3 premières que nous avons mentionnées tout à l'heure, mais il y a des enjeux extrêmement forts aussi de transformation des métiers dans le domaine de l'agriculture. Et Mathieu, vous êtes avec Écosystème extrêmement bien positionné. Vous proposez des solutions qui sont très impactantes pour réussir à mener à bien cette transformation des métiers. Alors, est-ce que dans la salle, il y aurait des questions pour Mathieu? Mais sinon, je propose de passer à la séquence, à l'illustration suivante, mais juste pour un petit mot de conclusion, dire que donc, la Banque des Territoires est très fière d'accompagner Écosystème
dans son développement, dans son changement d'échelle, et que toute notre ambition en matière de formation et eu égard à notre métier d'investisseur, c'est demain de pouvoir identifier d'autres écosystèmes dans d'autres secteurs de la transformation écologique et de pouvoir accompagner ces acteurs dans leur progression, dans leur développement. C'est tout notre rôle. Voilà, en tout cas, un grand merci, Mathieu, pour votre présence aujourd'hui, pour votre intervention. Avec plaisir. Oui, Claire, une question. Merci. Peut-être une petite question, Mathieu. Justement, pour rebondir à ce que tu disais, Benoît, est-ce que vous êtes contacté, Mathieu, par d'autres secteurs qui seraient intéressés ou d'autres organismes de formation à développer un peu ce que vous avez fait sur le secteur agroalimentaire qui, franchement, est assez impressionnant, je trouve? Alors, pas encore, mais je suis ouvert à toute discussion. C'est toujours très, très intéressant, justement, d'échanger entre secteurs. Donc, voilà, on peut, voilà, s'il y a des participations Banque des Territoires ou d'autres personnes qui veulent échanger sur les sujets de formation, n'hésitez pas à nous contacter, évidemment. Alors, nous avons deux questions, deux nouvelles questions. Hélène. Pardon, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation, c'est super intéressant. Alors effectivement, c'est un secteur central. Je me demandais du coup qui sont vos formés, enfin comment ils viennent à vous, parce qu'effectivement la question du temps, de la disponibilité du coût, et voilà, c'est quoi le profil? Mathieu. Alors oui, je vais simplifier, mais en gros, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nos plus gros demandeurs, donc on fait de la formation pour les agriculteurs et les techniciens des coopératives et des négoces agricoles. Les coopératives et les négoces encadrent 80% des agriculteurs français, donc en termes de volume, c'est très important. Et aujourd'hui, leur modèle est très fragilisé, puisque historiquement, leur activité économique repose sur ce qu'on appelle l'appro, donc la distribution d'engrais, de semences et de produits phytosanitaires, et la collecte des produits de récolte. Et en fait, aujourd'hui, ils se rendent bien compte qu'on se dirige vers des formes d'agriculture qui doivent consommer moins d'intrants, moins de chimie. Ils en sont parfaitement conscients, mais ils ont quand même un dilemme, c'est que ça représente aujourd'hui une part de leur activité. Et la deuxième problématique qu'ils ont et qui est vraiment criant cette année, c'est la collecte. Et le problème en agriculture, ce n'est pas tellement en fait ce qu'on consomme à l'hectare, c'est ce qu'on consomme à la tonne produite. Et là, on a en fait des retours sur investissement quand on perd 30 ou 40% du potentiel de rendement, on a des résultats catastrophiques. Et donc, leur enjeu, c'est réellement d'arriver à former leurs techniciens qui accompagnent au quotidien les agriculteurs. Et donc, pour le faire court, on assume la formation de groupes composés d'une quinzaine de personnes qui vont regrouper quelques techniciens et les agriculteurs qui les accompagnent. Voilà. Merci Mathieu. Nous avons une autre question. Merci. Françoise de Palmas, je représente la Fédération des entreprises des Outre-mer. Je voulais savoir si vous aviez des collaborations avec des groupes en Outre-mer où on a quelques particularités en termes de qualité des sols notamment. Et première question, et où effectivement le système coopératif est plus ou moins développé selon les territoires, mais où il y en a certains qui sont quand même très performants. Et ma deuxième question, est-ce que vous travaillez un peu, ou pas, je sais pas, est-ce que vous avez des liens avec le CIRAD qui travaille quand même pas mal sur tous ces sujets? Donc, à la première question, on travaille à l'international, mais on ne travaille pas avec les Outre-mer. Donc, on travaille notamment, je vous avais dit, avec Nestlé, on a des projets pilotes en Amérique du Sud. On travaille aussi beaucoup avec, par exemple, le Bonduel en Europe centrale et en Europe de l'Est. Donc, c'est des sujets qui sont envisageables. Pour qu'on travaille dans les Outre-mer, il faut qu'on y prenne pied. Et puis, on est donc tout à l'écoute pour développer des projets de cet ordre-là. Et en ce qui concerne le CIRAD, alors moi j'ai commencé comme stagiaire au CIRAD, donc c'est une entité que je connais bien, mais on va dire c'est un organisme de recherche, au même titre que l'INRAE,
Et donc, c'est pas voilà, on va dire un centre scientifique et qui n'a pas forcément vocation à travailler dans la formation. Par contre, effectivement, on s'inspire des travaux produits par les institutions scientifiques, qu'il s'agisse du CIRAD, de l'INRAE, mais aussi au niveau européen et mondial, beaucoup d'autres chercheurs sur ces thématiques-là. Merci beaucoup, Mathieu. Philippe, tu avais une question ? Du teasing sur ma propre intervention d'après. Je voulais savoir si, Mathieu, bonjour, Philippe Brivet, donc de la Caisse des dépôts sur la direction des politiques sociales, je m'occupe du compte personnel de formation. Je voulais savoir si vous étiez présent sur notre plateforme pour vendre des formations. Alors, pas encore. Il y a un vrai sujet, mais qui ne dépend pas de nous. Majoritairement, les OPCO, donc les opérateurs de compétences dont on dépense, ont Vivea, qui est celui des chefs d'entreprise agricoles, et Ocapiat, qui est celui des salariés du monde agricole. Et il me semble que pour l'instant, il n'y a pas d'accord entre le CPF et Vivea pour des raisons d'ordre politique. Mais évidemment, le jour où il y aura des accords de ce type-là, je me permettrai de venir vous voir alors. Et on fera la mise en relation bien volontiers. Donc, merci beaucoup Mathieu pour votre intervention, pour les questions qui ont été posées. Donc, nous abordons maintenant la deuxième illustration de cette fin de matinée. Et Philippe, c'est toi qui vas nous présenter la convention de partenariat entre la Caisse des dépôts et la direction des politiques sociales avec la région Pays de la Loire. Je te présente simplement, Philippe, tu t'es présenté, mais donc tu es directeur des partenariats à la direction de la formation continue au sein de la direction des politiques sociales. Je me suis auto-lancé, ça se fait pas, mais merci Mathieu de m'avoir permis de faire cette espèce de transition avec ce que je vais évoquer. Oups, voilà. Donc je vais vous parler d'un outil. Aujourd'hui, là, jusqu'à présent, on a eu des exemples, mais l'exemple que je vous propose s'appuie sur un outil, un dispositif. C'est un outil qui est géré par la Caisse des dépôts, que vous connaissez probablement tous, qui s'appelle le compte personnel de formation, qui est intégré dans une plateforme qu'on appelle Mon compte formation. Vous envoyez les logos juste en projection sur la diapositive. Cette plateforme est une place de marché qui permet à des organismes de formation, comme celui qu'on vient de voir à l'instant à travers l'exemple agricole, qui permet à des organismes de formation de venir déposer sur notre plateforme des offres de formation destinées à être achetées par l'ensemble de nos concitoyens. Il y a 40 millions de comptes CPF qui existent, enfin qui potentiellement existent aujourd'hui sur la plateforme. Donc il y a 40 millions de personnes qui disposent d'un compte qui leur permet d'acheter en ligne, de manière digitale, des formations sur la plateforme. Cette plateforme, elle existe depuis pratiquement 5 ans. On va fêter son 5e anniversaire le 21 novembre prochain. Et elle a déjà permis de réaliser 8,3 millions de dossiers de formation. Ce n'est pas forcément des personnes, hein, on raisonne en dossiers de formation. Il y a peut-être plusieurs personnes qui ont acheté plusieurs formations sur la plateforme. Ça ne représente pas forcément le nombre de personnes qui ont acheté une formation. Mais ça représente quand même un montant qui est relativement significatif. C'est 10,7 milliards d'euros qui ont été payés par la Caisse des dépôts, gestionnaire de la plateforme, aux organismes de formation qui sont présents sur celle-ci et qui vendent leur formation en ligne. Voilà le dispositif. Pour pouvoir acheter une formation, il faut avoir un compte personnel de formation, il faut l'avoir activé, il faut avoir de l'argent dessus. Si on a de l'argent, on peut acheter une formation. Là, on est dans le domaine de l'ATE, de la transition écologique. On est sur des formations qui, potentiellement, sont des formations relativement chères. Or, sur le CPF, au maximum, on a 5 000 euros. 8 000 pour certains d'entre nous, mais au maximum 5 000 euros. Et en moyenne, aujourd'hui, c'est 2 218 euros. 2 218 euros en moyenne, ce que détiennent les actifs, en emploi et sans emploi. Bon, ça suffit peut-être pas à acheter une formation dans le domaine de l'ATE. Et c'est la raison pour laquelle la plateforme permet
à des financeurs dont vous voyez, alors la liste, pardon, elle doit être sur la diapositive suivante, excusez-moi, dont vous voyez la liste en haut à gauche sur cette diapositive. Ça permet à des financeurs complémentaires d'apporter de l'argent pour permettre à un de nos concitoyens, à un titulaire de compte CPF, d'acheter une formation pour laquelle il n'a pas suffisamment d'argent. Qui sont ces financeurs? L'État. L'État est intervenu à 2 reprises sur les formations numériques il y a quelques années. Aujourd'hui, année 2024 oblige, l'État a décidé d'abonder les comptes personnels de formation dans le domaine du sport. Ça vous étonnera pas. Les régions sont compétentes, on l'a dit, je crois que c'est toi qui l'as dit, Benoît. Les régions sont compétentes dans le domaine de la formation continue de demandeurs d'emploi. On a 5 régions, dont une région d'outre-mer, la Guadeloupe, qui travaille avec nous sur les formations qui abondent des formations qui ont signé une convention avec la Caisse des dépôts pour abonder. Je vais parler de la région Pays de la Loire, mais il y en a d'autres. Ça fait pas tout à fait un tiers, mais on est en train de travailler avec Nouvelle-Aquitaine, on est en train de travailler avec Grand Est, on est en train de travailler avec la Normandie. J'ai relativement bon espoir que dans quelques temps, on arrive à couvrir la moitié environ des 18 régions. Les OPCO sont présents, les branches, les OPCO, oui, il y a Ocapiat. Mathieu citait Ocapiat, je crois, à l'instant. Vivea, Mathieu, on va signer avec eux. Donc, va falloir qu'on se voit. C'est un FAF, le Vivea, c'est un fonds d'action formation. Bon, bref, il y a plein d'acteurs, financeurs, qui sont potentiellement éligibles à la possibilité de rajouter des fonds sur le compte d'un titulaire qui veut acheter une formation, potentiellement dans le domaine de l'ATE, et qui n'a pas suffisamment d'argent pour le faire. Et sur la partie droite de cette diapositive, je vous ai mis ce que fait la région Pays de la Loire. La région Pays de la Loire a décidé de mettre en place une convention avec la Caisse des dépôts pour abonder les comptes des demandeurs d'emploi ligériens sur les formations à la transition écologique. Et c'est en ça que c'est un bon exemple, je crois, de ce que peut faire cette plateforme gérée par la Caisse des dépôts dans ce domaine-là. La région Pays de la Loire ou les autres régions ont fait d'autres choses. Il n'y a pas que l'ATE, mais c'est un exemple, c'est l'exemple que je cite aujourd'hui. Et regardez les chiffres. Les montants vous paraissent peut-être pas extrêmement élevés, mais là on est sur des coûts moyens par dossier. Vous voyez que certaines formations ont été abondées jusqu'à hauteur de 8 000 euros. 8 000 euros. Dans un autre domaine, je sors un tout petit peu du champ de notre intervention aujourd'hui. Dans un autre domaine, la région Pays de la Loire travaille sur les formations du supérieur, sur des masters, des choses comme des métiers d'ingénieur, dans le domaine notamment du naval et de l'aéronautique. Il y en a beaucoup d'entreprises qui interviennent sur ces domaines-là dans la région Pays de la Loire, sur Saint-Nazaire par exemple. Et les formations abondées, pour certaines d'entre elles, ont été abondées jusqu'à 20 000 euros. Ce que je veux vous dire à travers cet exemple, c'est que l'outil, c'est un outil, le CPF, c'est rien d'autre, c'est un vecteur, c'est un moyen. La formation, de toute façon, c'est un moyen. La fin, c'est l'emploi, l'objectif, c'est l'emploi. Donc, mais cet outil est un outil puissant qui permet d'allier différents financeurs, de faire une forme d'ingénierie financière et de travailler sur la massification. Tout à l'heure, je crois que je ne sais plus si c'est toi, Hélène, qui disais ça, mais la massification, c'est un élément important en matière de formation. L'outil CPF le permet. Et l'exemple que je présente aujourd'hui, qui consiste en fait à vous montrer qu'on a signé une convention avec cette région, on a signé avec d'autres régions, on a signé avec des OPCO, des branches, avec l'État, avec des FAF. C'est un outil qui est au service de la politique menée par ces financeurs. L'ATE, ce n'est pas nous qui définissons la politique. Ce n'est pas nous, Caisse des dépôts, qui avons défini les formations, pardon Hélène, vertes et verdissantes, qui ont été choisies par la région pour abonder ce dispositif. Mais c'est la région qui l'a fait. C'est la région qui a choisi les codes des formations qui ont été ciblés. Mais les résultats sont plutôt là. On a aujourd'hui une convention qui est relativement jeune avec la région, qui a quelques mois, et on a quasiment consommé
40%, je crois, si ma mémoire est bonne, environ 40% du budget qui nous a été confié par la région sur cette convention. Vous voyez, donc cet exemple me paraissait intéressant à montrer. Et pour finir, pour mettre de l'animation, peut-être un peu plus que moi j'ai fait, voilà, j'ai même une vidéo à vous montrer. Vous résidez en Pays de la Loire et vous êtes intéressé par les métiers en lien avec la transition écologique? La Caisse des dépôts et la région vous accompagnent dans votre parcours de formation. Grâce à une aide financière de la région, vous pouvez en effet compléter vos droits sur le compte personnel de formation, CPF. Mais au fait, comment ça marche ? Cette aide financière de la région Pays de la Loire prend la forme d'un abondement, c'est-à-dire d'une somme rajoutée par la région dans le cadre d'un projet de formation porté par un demandeur d'emploi ligérien sur mon compte formation. Ce qui lui permet d'obtenir un abondement qui peut aller jusqu'à 90% du reste à charge au-delà de ses droits CPF dans la limite d'un plafond de 10 000 €. Qui peut en bénéficier ? Pour bénéficier de ce financement, il convient de répondre à 3 critères. Résider en Pays de la Loire, être inscrit comme demandeur d'emploi à France Travail et acheter sur mon compte formation une formation qui prépare au métier de la transition écologique. L'objectif est d'accompagner les demandeurs d'emploi des Pays de la Loire qui souhaitent se préparer au métier de la transition écologique en se formant. Pour l'année 2024, la région des Pays de la Loire mobilise une enveloppe d'1,2 million d'euros. 106 certifications inscrites au répertoire national de la certification professionnelle sont éligibles au dispositif. Et nous visons un objectif de 160 demandeurs d'emploi qui vont se former pour se préparer au métier de la transition écologique dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de la biodiversité et des déchets. Sont par exemple concernées les formations dans le bâtiment, les géosciences, la gestion des ressources naturelles, l'aménagement du paysage ou encore l'optimisation énergétique des bâtiments. Comment avez-vous accompagné la région ? C'est la première convention visant des certifications qui préparent au métier de la transition écologique, axe stratégique pour la Caisse des dépôts. Un important travail a été réalisé entre les équipes data de la Direction de la formation professionnelle et des compétences et la région pour cibler dans l'immense répertoire qu'est le répertoire national des certifications professionnelles les certifications les plus pertinentes au regard de l'ambition de la région. Signée en décembre 2023 pour une durée de 3 ans, cette convention entre la région Pays de la Loire et la Caisse des dépôts est une grande première et marque une belle avancée pour mettre en marche la transition écologique dans les territoires. Pourquoi est-ce une grande première ? Cette convention de 2023 qui nous relie à la Caisse des dépôts et consignations est une étape supplémentaire dans un partenariat qui date depuis 2020 en matière de compte personnel de formation. Dès le lancement du compte personnel de formation, la région des Pays de la Loire a souhaité travailler avec la Caisse des dépôts et consignations pour mettre en place un dispositif d'abondement permettant de cofinancer les formations des demandeurs d'emploi puis des salariés. C'est une grande première pour les Pays de la Loire puisque jusque-là, en matière d'emploi et de formation professionnelle, nous misions sur des formations collectives, sur des formations préparatoires, sur des formations dispensées au sein d'organismes de formation avec lesquels nous contractualisions. Désormais, avec la transition écologique, on va viser l'abondement du compte personnel de formation, on va viser tout simplement des moyens alloués à un salarié, à un demandeur d'emploi qui souhaite se former au métier de la transition écologique afin qu'il puisse lui-même acheter la formation qui lui permettra d'évoluer professionnellement. Merci Philippe. Alors, on a décalé de 10 minutes par rapport au timing initial, mais s'il y a une question dans la salle, je pense que c'était intéressant de prendre les questions au fil de l'eau aussi, parce que ça a quand même bien enrichi les débats. S'il y a une question pour Philippe, on peut peut-être se donner le temps de la prendre avant que je n'invite notre dernier intervenant pour la conclusion. Monsieur. Merci.
Merci de me donner la parole. En fait, Jules Lela Conan, je viens de la Côte d'Ivoire. Je travaille au sein, donc je suis directeur exécutif de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, donc fêtière des collectivités. Et là, j'ai été vraiment intéressé par ces échanges parce que bon, je viens de Barcelone il y a une semaine dans le cadre du sommet mondial sur la sécurité et la souveraineté alimentaire. Et comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, l'économie est principalement agricole et comme tous les pays d'ailleurs, les enjeux de transition écologique sont universels, donc comme ils concernent nos territoires. Et nous, en tant que fêtiers, et compte tenu du fait que nos territoires ne sont pas suffisamment préparés justement à aborder la question de la transition écologique, nous menons actuellement une réflexion pour pouvoir mettre en place un dispositif qui accompagne nos territoires, notamment les régions et les districts autonomes, à monter en compétences pour pouvoir mieux intégrer ces questions de transition écologique dans nos interventions. Et j'ai, comme étant dans la proximité, je n'ai pas voulu participer simplement en ligne, mais être en présentiel, d'abord pour deux choses. La première, pouvoir établir des connexions avec des acteurs de l'écosystème, liens entre le privé, le secteur de la formation et les collectivités, donc les territoires. Et puis également voir quelles sont les approches en termes de collaboration entre les territoires que nous représentons et les autres acteurs de l'écosystème. Malheureusement, et là, ce n'est pas une question ici, pris la parole, c'est juste un commentaire, j'aurais souhaité avoir un acteur du territoire, un élu ou un cadre territorial ou un responsable de formation au niveau des collectivités pour aussi apporter leur regard, pour apprécier leur collaboration avec les autres dans le système. Mais malheureusement, je n'ai pas senti cela. Bon, je suis resté un peu sur ma fin sur ce côté-là. Mais j'apprécie énormément tout ce qui a été présenté. Du coup, merci pour votre commentaire. Alors, c'est un parti pris, c'est aussi, on avait envisagé de faire intervenir une région, la région de Pays de la Loire, mais qui n'était pas disponible pour être là ce matin. Donc voilà, la raison est celle-là. En tout cas, Philippe, merci beaucoup, grand merci pour ton intervention. Et pour conclure, j'invite Monsieur Antoine Amiel, qui est président d'un organisme de formation, Learn Assembly, et qui est membre du conseil d'administration des acteurs de la compétence, donc pour conclure cette matinée. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai la lourde tâche de conclure avant le déjeuner. En même temps, vu la pluie dehors, peut-être que vous avez envie de rester un peu plus longtemps. Donc je voulais faire une petite synthèse et puis partager quelques enjeux. Donc effectivement, j'ai créé Learn Assembly, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur de l'emploi et de la formation. Et alors, peut-être un petit mot de conclusion sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce qu'on voit déjà, c'est que tous les acteurs de la filière ont compris l'enjeu et essayent d'investir et de créer ou de faire évoluer leurs dispositifs pour accompagner la transition écologique. Les OPCO commencent à accompagner, à faire des diagnostics des entreprises pour les aider à mûrir et financent de plus en plus ce type de formation. Les régions font de l'abondement CPF et c'est le premier, et je pense que ça va se développer et j'espère que ça pourra se généraliser. On voit que également les régions comme la région Normandie par exemple ont mis en place tout un travail de déclinaison d'un GIEC. Ils ont fait un GIEC normand pour ensuite le décliner sur l'appareil de formation, diffuser ça dans les organismes de formation sur le terrain pour que ça puisse se démultiplier. Il y a ensuite énormément de travaux qui sont menés au niveau de la data formation professionnelle pour comprendre les certifications, les compétences, faire des maillages, simplifier l'accès à l'information qui est un énorme sujet. Donc on voit que tous les acteurs de la filière essayent de prendre le sujet à bras-le-corps et c'est nécessaire, mais que finalement ce sujet de la transition écologique, il est aussi le reflet des silos de la formation professionnelle, des difficultés des acteurs à se parler, à se comprendre, à se coordonner et donc ça nous freine quand même énormément.
Le deuxième point que je voulais partager, c'est plutôt un point de vigilance, c'est qu'on attend beaucoup de la formation et de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, c'est normal, mais en fait, c'est pas la formation qui crée l'économie. Et ça, il faut s'en rappeler. Quand on parle d'études, souvent, c'est intéressant, on parle beaucoup au conditionnel, et le passage du futur au conditionnel se fait un peu trop facilement. Et donc on dit, on pourrait créer tant d'emplois, mais il faut quand même 15 milliards. On pourrait créer tant d'emplois, mais on attend les financements. Et donc, on voit bien qu'on est dans une logique un peu parfois au conditionnel. Et donc, en fait, la difficulté qu'ont les structures de formation, c'est que elles sont certaines, en tout cas, sont prêtes à faire évoluer leur pédagogie, à créer des parcours. Mais concrètement, qui va y aller? Et on a malheureusement sur le terrain des sessions de formation sur des métiers incarnant la transition écologique qui n'ouvre pas, faute de candidats. Faute de candidats, soit parce que le maillage territorial est insuffisant, parce qu'il y a un sujet d'attractivité, parce que la lisibilité des financements est pas simple. Et donc, on a des métiers qui recrutent potentiellement, mais pas toujours dans des volumes énormes, et qui ont du mal à trouver les candidats. Et sur l'attractivité, le troisième point dont on a un petit peu parlé, on a mentionné le fait que beaucoup des métiers concernés sont des métiers de techniciens, on va dire, niveau bac ou bac plus 3. Ce sont des métiers pas simples. Dans le BTP, ce sont des métiers compliqués, en plein air, des métiers difficiles. Et donc, il y a un enjeu quand même d'attractivité, de rémunération. Et donc, la formation, elle ne peut pas régler ce problème-là. Donc, on peut former, on peut revoir l'offre pédagogique, on peut revoir les certifications, mais les augmentations de salaire, ce n'est pas les organismes de formation qui vont les donner. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'abstraction de cette réflexion. Et donc la formation est un acteur clé, mais doit intervenir au bon moment dans une chaîne globale. Ce qui m'amène du coup au dernier point, qui est justement cette approche en filière, ce besoin d'avoir une approche globale. On a besoin justement de pouvoir modéliser les besoins en emploi et en compétences d'ici 5, 10, 15, 20 ans, pour pouvoir mobiliser tous les acteurs de l'économie, les grands donneurs d'ordre, les sous-traitants, les acteurs locaux, et ensuite l'enseignement professionnel, les organismes de formation, pour aller monter les dispositifs, augmenter les capacités, travailler l'attractivité. Mais si on le fait en silo et en stop and go, on aura du mal à faire ça. On voit bien qu'on est dans des logiques filières, et la manière dont la formation est organisée en France, c'est pas forcément une logique filière, c'est une logique très métier, via le RNCP notamment, ou compétences, mais pas forcément avec une vue un peu complète des besoins des filières. Et on voit que certaines filières viennent chercher sur les mêmes diplômes, donc il y a une concurrence entre les filières, une concurrence entre les acteurs de l'économie, et donc c'est pas simple. Donc en conclusion, voilà, moi je vois beaucoup d'initiatives, beaucoup de volonté des structures de formation de se tourner vers ces sujets-là, à la fois pour elles-mêmes, pour leur propre transition écologique, et puis pour rester collées aux besoins des entreprises et du marché. Mais elles font face à cette instabilité-là. Le pic va s'arrêter. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un pic vert? Je pense que un deuxième pic pourrait avoir du sens sur ces sujets-là. L'abondement CPF, moi je suis convaincu que c'est formidable, et que mon compte formation devrait devenir la carte vitale de la formation, avec de l'abondement systématique de tous les financeurs sur cette plateforme, et c'est que le début, et on a besoin de continuer à se battre pour ça. Plus de simplification dans les certifs, plus de lisibilité dans les financements, soutenir un appareil de formation qui est un peu chahuté en ce moment, pour pouvoir répondre à ces enjeux qui sont énormes, de remplissage de sessions, de refonte des parcours pédagogiques et de transition des structures de formation qui, dans certains cas, sont dans des bâtiments qui datent des années 70, ont des enjeux énormes de transfo du bâti, des logements, des pratiques pédagogiques. Et donc, on a besoin de continuer à accompagner les acteurs de la formation, toute la filière, pour qu'elle soit au rendez-vous le jour où le bouton va vraiment être appuyé et où on va avoir besoin de milliers de personnes. Voilà ce que je voulais partager en quelques mots. Merci de votre attention et de l'invitation. Merci beaucoup, Pic Vert, carte vitale de la formation. On retient quelques-unes de tes préconisations. Et Antoine, grand merci. Merci vraiment pour cette conclusion. Et avec Claire, nous vous remercions toutes et tous pour votre participation, votre présence ce matin, pour les nombreuses questions qui ont été posées. On espère que cette matinée vous a intéressé.